Recording is on. Ok, donc voilà, cette vidéo est enregistrée, hein, donc vous pourrez retrouver du coup le replay de cette vidéo sur le site de la map, ainsi que télécharger le support de présentation sur le site de la map. Les deux choses pourront se faire via le site internet. Vous aurez les liens et vous connaissez sûrement déjà les liens. Donc sachez que sur les diapos que vous allez voir, il y a des liens, il y aura des petites bulles en savoir plus ou des petits mots cliquez ici. Forcément, là, vu que le support est projeté, si vous cliquez avec votre souris maintenant, les liens ne vont pas marcher. Par contre, quand vous téléchargerez le support par la suite en PDF, là, les liens effectivement seront actifs et vous permettront d'avoir plus de renseignements sur les informations. Voilà. Je laisserai tout à l'heure Cédric Garnier du CIDELA se présenter plus rapidement, mais c'est Cédric du coup qui fera la deuxième partie de ce webinaire. Donc il est 10h03, peut-être qu'il manque du monde, mais bon, on va commencer. Cédric, je veux bien que tu mettes ton micro si ça te dérange pas, juste que tu me dises, vu que moi quand je partage mon écran, je vois plus l'interface. Ok, là pour l'instant on voit pour me dire si tu vois bien et si c'est net. C'est bon, c'est net. C'est bon? Oui. Ok. Donc là, je ne vois plus rien. Donc Cédric, s'il y a des questions, n'hésite pas à intervenir si j'y réponds en direct ou si jamais on attend la fin de ma partie pour les évoquer. Si ça marche. Rebonjour, donc bienvenue sur le cycle des webinaires liés aux énergies renouvelables. Nous sommes ce webinaire, donc c'est le deuxième du cycle sur 5 et il s'intitule du coup réduire ses consommations. Ce webinaire va se diviser en 6 parties. Un rappel de la séquence 1 qui a eu lieu le mois dernier, l'énergie dans le budget d'un établissement, l'efficacité énergétique, les bonnes pratiques, un petit focus sur les aides financières, et ensuite Cédric du CIDELA parlera de l'énergie fossile versus les énergies renouvelables et ce qu'il faut retenir quand on a un projet d'énergie renouvelable. Voilà, ce webinaire va durer environ une petite heure, je pense, avec une partie questions-réponses à la fin en fonction de vos interventions. Donc, comme j'ai dit, je me présente, donc Yoann Leloutre, conseiller en énergie partagée au sein de la mission MAP, mission d'appui pour la performance des établissements de santé, et Cédric Garnier du CIDELA qui se présentera après, comme je l'ai dit. Donc, rappel de la séquence 1. Donc, pourquoi on a mis en place ces webinaires avec les syndicats des énergies de la région? Donc tout d'abord, le but, c'est de montrer que les énergies renouvelables ont tout leur intérêt et c'est un peu le combo gagnant dans tout ce qui est bâtiments de santé et médico-sociaux. Les bâtiments de santé sont des bâtiments ouverts toute l'année, toute la semaine, toujours occupés et avec des besoins d'eau chaude sanitaire et ou de chauffage assez importants. Donc c'est un combo gagnant pour tout ce qui est énergie renouvelable. Ces webinaires permettent aussi de montrer des retours d'expérience, qu'on verra dans d'autres webinaires par la suite. Vous permettra aussi de connaître vos contacts régionaux. Chaque département a des contacts régionaux privilégiés pour les aider sur leur projet d'énergie renouvelable. Il y a aussi des aides financières qui existent à des projets d'énergie renouvelable, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est aussi pour enlever les idées reçues des énergies renouvelables. Ça fait maintenant 2 ans que je suis sur le terrain et j'entends souvent les phrases « le solaire thermique crée de la légionnelle, le photovoltaïque se recycle mal, il n'y a pas assez de bois en France pour les chaufferies bois ». Ça, ce sont des idées reçues, c'est faux, faux et refaux, et ces webinaires permettront de le démontrer. Et une fois de plus, les webinaires permettront de parler des énergies renouvelables et donc de pouvoir se mettre en ordre de marche par rapport au décret tertiaire. Je ne sais pas si vous connaissez le décret tertiaire, j'en parlerai rapidement tout à l'heure. Donc pour cela, on a mis en place des webinaires, donc 5 webinaires. Un qui a eu lieu le 1er octobre dernier, qui c'est sur la présentation. Donc celui-là, vous pouvez retourner le voir sur le site de la map. Le replay est disponible, ainsi que le support. Donc là, il suffira sur le support que vous téléchargerez après de cliquer sur le petit triangle rouge et vous aurez directement accès au support. Donc aujourd'hui, réduire ses consommations. Le mois prochain, solaire thermique et photovoltaïque. Pour débuter 2021, un petit peu de bois énergie. Et pour continuer 2021, la géothermie. Voilà les 5 webinaires de ce cycle. Rappel de la séquence 1, on a évoqué aussi la MAP rapidement. Donc la MAP, qu'est-ce que c'est avec sa gouvernance, ses financements, ses objectifs et ses missions. Donc là, je ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est ce qu'on a dit à la séquence 1 présentation, mais je vous laisserai retourner voir si vous voulez plus d'infos.
La MAP, il y a une mission qui s'appelle Efficience et développement durable. On est 2 dedans, moi, Yoann Lelouch sur l'énergie et mon collègue Laurent Bizien sur tout ce qui est développement durable, alimentation, déchets. Donc sachez que là, voilà, il n'y a pas que l'énergie dans le développement durable, c'est un thème assez vaste. Donc mon poste de conseiller en énergie partagée est cofinancé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies des Pays de Loire. Donc c'est un cofinancement 50-50, donc mon accompagnement et mes conseils n'ont pas de frais pour les établissements. Il n'y a pas de frais à débourser pour ce service. Donc le dispositif, dispositif CEP, comment s'inscrire, les missions associées et la base documentaire que j'ai créée. On en a également parlé lors de la présentation numéro 1, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Rapidement, le but de mes missions, c'est quoi maintenant depuis 2 ans? Donc c'est de conseiller et d'accompagner les établissements de santé et médico-sociaux, de faire de la formation et de faire une animation, de la sensibilisation et du réseau sur les domaines aussi bien de l'efficacité énergétique que des énergies renouvelables, et aussi bien sur les bâtiments existants que sur les bâtiments neufs ou les projets d'investissement. Donc c'est vraiment l'énergie sur tous ces types de bâtiments. Voilà un petit peu pour ça. Donc rapidement, le décret tertiaire, une fois de plus, hein, ça a été évoqué plus longuement sur la séquence 1 présentation, mais je refais un petit focus rapidement. Donc qu'est-ce que c'est? C'est à partir de, maintenant, les établissements de plus de 1000 m², qu'on soit propriétaire ou locataire, devront faire des économies d'énergie de 40% en 2030. Excusez-moi. Des économies d'énergie de 40% en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Réduction d'énergie par rapport à quoi? Par une consommation de référence qui devra être choisie entre 2010 et 2020. Donc là, c'est un travail à faire chez vous, on va dire, rechercher les factures. Le but, vous me voyez venir, c'est que par exemple que si vous avez isolé vos combles en 2014, ne prenez pas comme année de référence 2015. Parce que vous allez perdre l'avantage de l'isolation de vos combles vu que vous n'aurez pas pris une bonne année de référence. Donc ce qu'il faut faire, c'est remonter, faire l'historique de tous les gros travaux que vous avez pu faire dans le domaine de l'efficacité énergétique, menuiserie, chaudière, combles, etc. et prendre l'année antérieure à celle-ci pour pouvoir bénéficier des gains que vous avez déjà mis en place suite à des travaux d'efficacité énergétique. Voilà, j'espère que je suis clair. Cette année de référence devra être choisie pour septembre 2021. Ça paraît loin, mais c'est tout près. Donc voilà. Et donc le décret tertiaire, ce sera donc faire des travaux d'efficacité énergétique et pourquoi pas mettre des énergies renouvelables afin d'atteindre les réductions de consommation demandées. Voilà en gros pour un topo rapide sur le décret tertiaire. Une fois de plus, la séquence 1 parle plus longtemps de ça. Comment atteindre les objectifs du décret tertiaire? Donc forcément, vous n'êtes pas tout seul sur le décret tertiaire, il y a du monde qui est là pour vous accompagner. Aussi bien sur l'efficacité énergétique avec l'accompagnement, de la formation, de l'animation et des aides financières. Donc la MAP propose des dispositifs d'accompagnement individuel, propose des formats ludiques. Je pense que ça parle à pas mal de monde ici sur un peu comment les premières actions simples à faible investissement pour faire des gains énergétiques importants. La MAP a mis aussi en place une base documentaire qui recense une trentaine d'onglets sur les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables avec que des informations simples de 2-3 pages sur beaucoup de thèmes. Donc je vous invite à vous renseigner, vous avez les liens juste à côté à chaque fois. Et des aides financières comme les C2E et autres appels à projets. Sur les énergies renouvelables, il se passe aussi des choses. Donc vous pouvez aussi être accompagné avec le réseau énergie renouvelable des Pays de Loire et vos syndicats d'énergie départementaux. On en parlera tout à l'heure. Il y a de l'information, comme par exemple aujourd'hui avec les webinaires. Il y a des visites de sites avec des énergies renouvelables et il existe aussi des aides financières comme le fonds chaleur. On en parlera tout à l'heure. Voilà en gros pour ce qui s'est passé sur la séquence 1 présentation, un petit en rapide. On va maintenant passer vraiment dans la séquence d'aujourd'hui qui est réduire ses consommations, et notamment en secteur hospitalier. Donc on commence à partie 2, l'énergie dans le budget d'un établissement. Donc il faut savoir déjà qu'en moyenne, en général, l'énergie dans un bâtiment de santé représente entre 1,5 et 5% des dépenses globales d'un établissement. Donc on peut déjà faire du gain facilement sur cette tranche de pourcentage.
Ensuite, qu'est-ce que je vois souvent, c'est qu'on va parler un peu de l'investissement en coût global. Qu'est-ce que c'est le coût global? Le coût global, c'est sur la durée de vie du bâtiment, de la construction jusqu'à la destruction, il y a des coûts. Donc il y a le coût de fabrication, conception, construction, et ensuite, après, une fois que le bâtiment est construit, il y a tout l'aspect exploitation, maintenance, énergie, remplacement des équipements et des constructions. Et en général, on est toujours un petit peu pris par le temps, on est en manque de budget, les budgets sont serrés, donc on va au plus simple. Je prends l'exemple, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, on va mettre des convecteurs électriques ou on va pas mettre un isolant, on va être juste à la limite réglementaire de l'isolant, on va pas aller plus loin, on va pas mettre d'énergie renouvelable, on va faire juste. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement ne représente que 25 à 30% du coût global d'un bâtiment. Donc c'est rien du tout par rapport à la durée de vie et ensuite ce qu'on va devoir payer en exploitation, maintenance et remplacement d'équipements. Donc voilà, et là il y a un petit onglet en savoir plus qui vous permettra quand vous téléchargerez dessus le support, d'avoir des infos un peu plus précises et complémentaires là-dessus. Mais c'est toujours bien d'avoir à l'idée, ou mieux réfléchir en coût global qu'en investissement direct, instantané, si je puis dire. N'hésitez toujours pas à poser vos questions sur les fenêtres de dialogue. C'est vrai qu'on me fera des remontées en direct ou à la fin de ma partie. Comment on voit aussi, il existe d'autres choses pour optimiser ses consommations et sa facture. Donc là, il faut bien comprendre que ce dont je vous parle aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'isolation par l'extérieur ou de remplacement des menuiseries. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir que ça fait des consommations d'énergie, mais c'est des petits billets. Là, aujourd'hui, moi, ce que je fais depuis 2 ans, c'est que j'axe vraiment sur le gain énergétique à faible ou zéro investissement, ou soit comment gagner directement, faire un gain financier qu'on peut réinvestir ensuite dans des travaux d'efficacité énergétique. Ça me fait une transition avec ce que je vais vous dire là, c'est qu'on voit en général les contrats électriques. On paye une consommation, mais on paye aussi des charges fixes liées à l'abonnement. Et je vois dans beaucoup d'établissements que, par exemple, un établissement a une puissance souscrite, je dis n'importe quoi, moi, de 110 kVA, et on voit sur sa courbe de charge, de 100 kVA, pardon, et on voit sur sa courbe de charge qui est toujours à maximum 40-45. Ça veut dire qu'il y a une décorrélation entre puissance souscrite et puissance atteinte. Ça veut dire que l'établissement va payer un abonnement beaucoup plus cher que ce qu'il consomme. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous renseigner sur votre contrat électrique pour voir si votre puissance souscrite est en corrélation avec votre puissance atteinte. Et on voit en retour avec les syndicats des énergies qui font un peu ces études-là que 30 à 40% des contrats électriques ne sont pas optimisés ou pas remis à jour. Effectivement, vous mettez de l'électroménager moins consommateur, vous faites un relamping, vous passez en LED. Donc tout ça, ça diminue votre puissance atteinte. Sauf que si vous ne baissez pas votre puissance souscrite, vous allez continuer à payer un abonnement beaucoup plus cher que ce que vous devez. Donc voilà, déjà là, on ne va pas faire de gain énergétique, mais on va faire un gain financier sur l'abonnement et donc on va pouvoir réinjecter l'argent économisé dans des travaux d'efficacité énergétique. Donc je vous invite tous et toutes à regarder un petit peu, à vous rapprocher de votre fournisseur et de regarder un petit peu la corrélation entre puissance souscrite et puissance atteinte. Qu'est-ce que je vois d'autre aussi depuis que je me balade sur les établissements, et l'ADEME, via une étude nationale, le démontre aussi, c'est qu'on peut faire pas mal d'économies d'énergie à faible investissement. On remarque que dans les bâtiments en France, qu'on soit des bâtiments neufs ou anciens, en général, les réglages ne sont pas optimisés, c'est-à-dire que l'usage ne correspond pas aux besoins. Et donc, si on optimise tout ça, si on fait des besoins égaux à l'usage, on peut facilement faire entre 7 et 15% d'économie d'énergie avec un faible investissement. Ça, c'est démontré et je l'ai vu aussi sur le terrain. Exemple. Donc là, exemple sur, par exemple, l'IME Les Buissonnières. Donc, il y a un chauffage gaz. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'IME Les Buissonnières ? En haut à gauche, on voit les DJU. Donc, les DJU, ce sont les degrés jours unifiés qui correspondent à la rigueur hivernale. D'accord ? Donc, en gros, plus il a fait froid, plus la barre va être haute. D'accord ? En bas à gauche, on a les consommations de chauffage estimées. Donc, plus la barre est haute, plus on a consommé. Je vois souvent les établissements qui me disent « Oui, monsieur Leloutre, j'ai moins consommé cette année que l'année dernière, donc on a fait des économies d'énergie. » Non, parce que s'il a fait moins froid, forcément, vous allez moins consommer. Donc, voilà ce qu'il faut bien voir déjà. Ensuite, le tableau de droite, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on met en corrélation le chauffage lié à la rigueur climatique. Donc, ça s'appelle un ratio.
des kilowattheures par DJU, donc en gros, consommation de chauffage par rapport à la rigueur climatique. Si on regarde les premiers traits, ils sont tous plus ou moins stables. Effectivement, l'IME Les Buissonnières, entre 2013 et 2018, donc du bleu au orange, n'a pas fait de travaux d'efficacité énergétique. Donc forcément, le ratio reste constant. On consomme plus s'il fait plus froid, on consomme moins s'il fait moins froid. Dernièrement, l'IME Les Buissonnières a suivi une forme ludique, donc a appris un peu comment optimiser ses courbes de chauffe, ses circuits secondaires, etc. Et suite à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé un petit peu les programmations horaires et les températures de consigne qu'il avait sur certains réseaux secondaires de chauffage. Et par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a diminué la température intérieure de 1 degré le soir et le week-end, vu que c'est un établissement qui n'a pas d'hébergement. Et donc ça lui a permis, on le voit à travers le graphique, de faire directement 13% d'économie. Donc la somme reste assez faible, vu que c'est une petite structure, donc c'est environ 1 900 € que cet établissement a fait comme économie. Mais il faut plutôt retenir le chiffre de 13% d'économie sur le chauffage, rien qu'en diminuant de 1%, de 1 degré, pardon, sa température de confort et par rapport à sa température de réduit. Donc voilà, zéro investissement, on touche des petits boutons sur le régulateur pendant 30 secondes et on fait 13% d'économie d'énergie. Voilà, donc ça revient sur la phrase que j'ai dit avant, beaucoup de bâtiments, si on a juste besoin à usage, on peut faire des économies d'énergie. Toujours l'IME Les Buissonnières, qu'est-ce qui s'est passé sur l'électricité? Donc on voit bien que depuis, donc là je parle du tableau en haut à gauche, l'IME Les Buissonnières remplace régulièrement, fait un relamping au fur et à mesure, on passe à la LED. Donc on voit bien que depuis 7-8 ans, et ça a permis de faire des réductions de 21% sur les consommations électriques. En haut à droite, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? C'est le prix de l'énergie électrique. Donc on sait que le prix de l'énergie augmente, et ce prix a augmenté de 20% sur les 7-8 dernières années. Donc qu'est-ce qu'on voit au global? Que le coût annuel électrique de l'établissement n'a pas diminué, mais par contre, le fait de passer en LED a permis d'éviter une surconsommation, un surcoût de 20% lié à l'augmentation du prix de l'énergie électrique. Donc là, ici, on est sur environ 1 300 € entre guillemets de gains ou de non-surcoût lié au prix de l'énergie électrique. Voilà ce qu'on peut voir un peu sur l'IME Les Buissonnières. J'ai aussi créé des petits indicateurs. Donc là, pareil, c'est issu d'une trentaine d'établissements que j'ai pu visiter, qui m'ont donné leurs factures, que j'ai analysées, etc. Donc j'ai pu tirer différents indicateurs. Donc j'ai encadré en rouge, on va dire les plus importants qu'on peut retenir. Par exemple, il faut savoir donc là, faut savoir qu'on est plutôt sur des EHPAD, enfin EHPAD, masse, des bâtiments de ce type-là. Donc on sait par exemple au niveau énergétique, le carré en bas à gauche, rouge, on est environ thermique, donc c'est ce qu'on appelle chauffage ou chaude sanitaire, que ce soit avec le fioul, le bois, le propane, le gaz de ville. On est environ à 122 kWh par mètre carré. Sur l'électricité, on est en moyenne à 51 kWh par mètre carré. Donc au total, un établissement, un EHPAD, consomme 173 kWh par mètre carré par an. Voilà. Concernant l'eau, la consommation d'eau en litres par jour par personne, un EHPAD est environ à 126 litres d'eau par jour par personne. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, mais la question c'est, et vous, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous de ces moyennes-là? Donc comment faire ces moyennes? C'est pas très compliqué, on reprend ces factures, on additionne sur une année, on divise par les mètres carrés, et puis ça nous fait notre ratio de consommation énergétique surfacique. Et on peut voir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est bon au niveau thermique mais pas bon au niveau électrique, ou l'inverse? Qu'est-ce qui se passe sur l'eau? J'ai des EHPAD qui sont à 350 litres d'eau par jour par personne, par exemple. Et là, voilà, est-ce qu'il y a des fuites? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut sensibiliser des systèmes hydroéconomes? Enfin voilà. En tout cas, ces petits indicateurs peuvent permettre un peu de vous cibler par rapport à vos collègues. Mais vous allez me dire, ouais, mais bâtiment neuf, bâtiment ancien, c'est pas pareil. Alors là, ce tableau-là, qu'est-ce qu'il montre? Rapidement. On va regarder l'axe de gauche en vert foncé. Donc en vert foncé, ce sont, j'ai pris comme exemple des consommations surfaciques de 150 kWh par mètre carré. Voilà. OK? Donc ça correspond au graphe rouge, aux barres rouges. Donc là, j'ai fait un trait au niveau de 150 kWh par mètre carré. Sur l'axe de droite, qui est en vert clair, ce sont les années de construction et ou de rénovation des bâtiments. Donc qu'est-ce qu'on voit?
qu'on ait un bâtiment de 2018, de 2010, de 1998 ou de 1970 qui a eu de la rénovation, ces 4 bâtiments d'années de construction différentes consomment la même énergie au mètre carré. Donc, il n'y a pas de bâtiment neuf qui consomme mieux et il n'y a pas de bâtiment ancien qui consomme plus. C'est un petit peu triste à dire, certes, mais c'est ce qu'on peut voir sur ce document. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les bâtiments neufs, on consomme beaucoup moins de chauffage. L'enveloppe est plus performante, il y a moins d'infiltration d'air, etc. Par contre, sur les bâtiments neufs, il y a beaucoup de systèmes de ventilation. Tous les bâtiments neufs doivent respecter des débits de ventilation hygiénique de X mètres cubes par personne pendant les repas, dans les chambres, etc. Et ça, ce sont des installations très énergivores qui ne sont souvent pas régulées, donc c'est-à-dire que le besoin n'est pas adapté à l'usage. Une centrale de traitement d'air de salle à manger va tourner H24, 7 jours sur 7, alors que la salle à manger, par exemple, n'est occupée que 3 heures par jour. Des choses comme ça. Et du coup, tout ça, tous ces process, toute cette usine à gaz, entre guillemets, qui rajoute certes du confort, mais qui rajoute aussi des consommations énergétiques importantes, et bien tout cela fait qu'un bâtiment neuf peut consommer pareil qu'un bâtiment ancien. Une fois de plus, dans les chambres, avant on est à 2 points lumineux, une dans les salles de bain, une dans la chambre. Maintenant, on peut être à 7 points lumineux dans la chambre, sachant que dans les chambres, souvent l'éclairage reste toujours allumé, bah forcément on a plus de confort, certes, mais plus de consommation énergétique aussi. Donc le calcul réglementaire est une chose, l'ERT 2012 est une chose, le BBC est une chose, mais ça reste de la théorie. Et dans la pratique, ce graphe montre bien que, existant ou ancien, si on n'adapte pas le besoin à l'usage, les bâtiments neufs peuvent vraiment être des usines à gaz par rapport à des bâtiments anciens. Voilà ce qu'il faut retenir de ça. Donc, qu'on ait un bâtiment neuf ou ancien, on a tous du travail à faire et on est tous soumis au décret tertiaire et il y a du travail à faire partout. Voilà pour ça. J'espère que ça vous convient. Pour l'instant, le rythme du webinaire, je prends les critiques, je prends les remarques. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, ça permettra de m'améliorer pour les prochains. Il n'y a pas de questions, Johan, pour l'instant. Ok, bon, parfait. J'espère que personne ne dort non plus. Et je continue du coup. Donc, sur la base documentaire, j'ai mis un... Donc là, oui, gentil, monsieur Leloutre, il nous dit beaucoup de choses, mais moi, je suis tout seul dans mon établissement. Par où je commence? Qu'est-ce que je fais pour démarrer une démarche d'efficacité énergétique? Et bien, la base documentaire, il y a un onglet qui s'appelle Comment bien débuter une démarche d'efficacité énergétique. Donc, il y a les actions incontournables à faire au plus vite. Déjà, se renseigner sur le contexte réglementaire énergétique du décret tertiaire. Choisir déjà son année de référence entre 2010 et 2020. Ensuite, instaurer une dynamique énergétique commune entre la direction, la maintenance et le personnel. Si tout le monde travaille dans son coin, il n'y a pas de communication, ça va être compliqué aussi. Donc l'énergie, c'est un sujet, donc tout sujet mérite réunion et communication. Ensuite, créer ces suivis énergétiques afin de créer ces indicateurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Comment je me situe par rapport à mes collègues? Où est-ce que je dois travailler? Sur l'eau, sur l'électricité, sur le gaz? Voilà, ça permet déjà de savoir. Ensuite, contacter les acteurs territoriaux pour les énergies renouvelables, les relais ENR des Pays de Loire, par exemple, on en parlera tout à l'heure. Contacter les acteurs territoriaux comme les syndicats des énergies, sur l'énergie, la maîtrise des énergies, sur l'optimisation des contrats, l'achat d'énergie groupée. Une fois de plus, ça ne génère pas des gains en kilowattheure, mais ça peut générer des gains financiers qui peuvent être réinjectés ensuite dans des travaux d'efficacité énergétique. Avoir connaissance des aides financières mobilisables. Je ne sais pas si vous connaissez les certificats d'économie d'énergie, vous connaissez peut-être l'action isoler les comptes pour 1 euro. Il faut savoir qu'il y en a 50 des actions. Et souvent, les gens ne les connaissent pas et passent à côté des C2E quand ils font des travaux de rénovation. Donc, une fois de plus, ça peut être bien d'avoir au moins lu une fois les 50 actions éligibles au certificat d'économie d'énergie. Sensibiliser le personnel et les résidents. Par exemple, j'ai des établissements qui ont fait des semaines de l'eau. Voilà, on relève le compteur pendant une semaine, ensuite on manage un peu les équipes sur l'eau, la sensibilisation, etc. Et on reçut encore le compteur d'eau et on voit qu'on peut faire facilement 20% d'économie sur l'eau. Donc, en fait, plus, ce n'est pas des kilowattheures, mais à 3 euros le mètre cube d'eau, ça fait beaucoup de gains faciles à faire pour réinjecter une fois de plus dans des travaux d'efficacité énergétique. Ensuite, il y a les actions secondaires. Donc là, une fois de plus, la base documentaire a un onglet par poste énergétique sur la chaufferie, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, l'eau et les process. Une fois de plus, dans les onglets de la base documentaire, vous avez un peu le top 10 des précos à 0 investissement qui permettent de générer des gains énergétiques non négligeables.
Ensuite, comment optimiser la condensation sur votre chaudière? Je suppose que vous avez sûrement des chaudières à condensation. Il faut savoir que 80% des chaudières à condensation ne condensent pas parce que les gens ne vont pas, les bureaux d'études ne vont pas forcément plus loin qu'un simple remplacement de chaudière et ne font pas des petits travaux de réseau pour optimiser la condensation. Donc là, je vous invite à aller voir cet onglet-là pour ne pas vous faire avoir, entre guillemets, si vous remplacez votre chaudière un jour, ce qui arrivera forcément. Ensuite, il y a les actions spécifiques. Donc là, en fonction des problèmes, entre guillemets, de chacun de vos projets d'établissement, il faut se renseigner sur les contrats d'exploitation. Projet d'investissement, c'est un peu ça, un document qui fait un peu les points de vigilance. Souvent, un projet d'investissement, tout le monde est un peu à la rue, et puis hop, tout le monde se casse, et vous vous retrouvez avec votre bâtiment, avec les machines, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas comment c'est régulé, et hop, on surconsomme, et c'est parti. Alors non, là, j'ai fait un document qui s'appelle Projet d'investissement, point de vigilance, et c'est un peu une checklist de toutes les choses. Certes, c'est pas drôle à faire, mais à enquiquiner les gens, les prestataires, pour vraiment que tous ces points-là soient checkés et faits, que le besoin soit adapté à l'usage et que votre bâtiment neuf consomme vraiment pas plus qu'un bâtiment ancien. Comment réduire l'inconfort estival? Souvent, on a chaud, on met des petites clims portatives, on met de la clim. Faut savoir qu'il y a une vingtaine de systèmes passifs ou semi-passifs qui permettent de réduire l'inconfort estival. Je ne dis pas d'avoir un confort estival, je dis bien de réduire l'inconfort estival et donc de réduire la climatisation s'il y a quand même besoin d'en mettre. C'est pas parce qu'il y a besoin qu'il faut direct mettre de la clim, on peut avant faire des étapes. C'est comme pour le chauffage, il faut forcément chauffer, mais on isole quand même les bâtiments pour chauffer moins. Et bien la clim, c'est pareil, on peut mettre des choses avant pour climatiser moins. Voilà. Ensuite, des choses sur l'enveloppe et l'isolation, sur la construction bois, l'énergie au global, le remplacement de chaudière, tout ce qui est gestion technique centralisée, GTB, GTC. Ça, souvent, voilà, avoir les points de vigilance à avoir aussi pour les petites structures. Et enfin, se renseigner sur les actions fil rouge de la MAP, c'est-à-dire l'offre de services que vous avez déjà dû tous et toutes recevoir, les formations proposées, les webinaires, les newsletters, etc., etc. Et aussi, n'oubliez pas que là, on parle d'énergie aujourd'hui, mais qu'il y a tout le thème du développement durable, avec aussi mobilité, QVT, alimentation, déchets. Et là, c'est mon collègue, Monsieur Bizien, qui s'occupe de ça à la MAP. Et il existe aussi des choses sur ces sujets, donc n'oublions pas une ouverture vers le développement durable au global. Pour finir, et ensuite passer la parole à Cédric, donc on parlait des aides financières, donc effectivement il y a les certificats d'économie d'énergie comme j'ai dit tout à l'heure, comment les obtenir, les points de vigilance et connaître les 50 actions, vous avez les liens de la base documentaire pour directement avoir ces informations. Concernant les subventions de l'ADEME hors énergie renouvelable, parce que c'est Cédric qui nous en parlera après, il existe aussi des appels à projets nationaux, régionaux, des aides globales sur la connaissance et le changement, le comportement et l'action. Et il faut savoir que l'ADEME soutient aussi, enfin subventionne aussi en partie des assistances à maître d'ouvrage pour tout ce qui est montage et préparation de contrats de performance énergétique. Si vous ne savez pas ce que c'est un contrat de performance énergétique, en gros c'est un contrat qui vous aide à mettre des économies, des actions pour faire des économies d'énergie. Mais il faut être vigilant et que ce soit bien monté, entre guillemets, pour que ça fonctionne bien. Donc là, il y a une fois de plus un petit en savoir plus sur les contrats de performance énergétique. Il y a également ça, des appels à projets, donc aussi bien sur le neuf que la rénovation. Donc qui fait des appels à projets? Il peut y avoir la DREAL, l'ARS, le conseil régional, les conseils départementaux, les agences de l'eau, la caisse des dépôts, tout ce qui est appels à projets nationaux ou européens. Il y a aussi des syndicats des énergies départementaux qui ont des appels à projets. Donc, il y a le CIDEL en Loire-Atlantique, le CIEMEL en Maine-et-Loire, Territoire Énergie en Mayenne, le conseil départemental ADSAR dans la Sarthe et le CIDEV en Vendée. Donc là, pareil, je vous invite à prendre contact avec ces acteurs-là pour savoir ce qui se passe sur votre territoire. Et enfin, je ne sais pas si ici il y a des gens du 44 hors Nantes Métropole, mais actuellement, la MAP et le CIDELA ont mis un appel à projet, on va dire pilote, pour aider les établissements, subventionner un peu plus en partie les études de faisabilité sur des projets d'énergie renouvelable. Voilà. Donc le but est de faire cet appel à projet au niveau régional l'année prochaine, mais actuellement, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er décembre pour tout le 44 hors Nantes Métropole pour des subventions sur des projets d'énergie renouvelable qui sont du coup bois, réseau de chaleur, photovoltaïque, solaire thermique et géothermie. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. J'espère que j'ai été clair. On peut faire un petit stop pour voir si vous avez
Si vous avez des questions, oui, il y a une question de Monsieur Guillaume justement sur la C2E. D'accord. Je te laisse la lire. Ouais. J'ai une proposition pour économiser hors d'eau et douche. Ma dépense aurait été 1 euro pour un devis de maison. Mon coût annuel était 700 euros. Alors les C2E, qu'est-ce que c'est? Donc les C2E, en gros, c'est tous les pollueurs, on va dire entre guillemets, donc Total, Engie, etc., qui polluent, entre guillemets, on leur demande de faire des bonnes actions. Et qu'est-ce que c'est ces bonnes actions? C'est de financer des projets d'efficacité énergétique. Donc il y a 50 actions qui sont éligibles, dont effectivement les systèmes hydroéconomes. Donc, les systèmes hydroéconomes, ça permet en gros de réduire notre débit de puisage sur les robinets et ou les douches par rapport au débit de puisage réglementaire qui sont environ de 13 litres minutes pour des robinets et 16 litres minutes pour des douches. Avec ces systèmes hydroéconomes, on peut réduire jusqu'à 5 litres par minute pour les robinets et 9 litres par minute pour les douches. Les établissements l'ont fait. Il n'y a pas eu de problème, j'ai pas eu de mauvais retour d'expérience là-dessus. Et donc, ça permet facilement de réduire, on voit bien comme on l'a dit tout à l'heure, les consommations d'eau et donc le coût annuel d'eau et donc de pouvoir ensuite mettre cet argent sur des travaux d'efficacité énergétique. Qui s'enrichit ensuite sur les C2E, bah, effectivement, les C2E, ça reste quand même un business, hein, forcément. Je pense que vous êtes tous et toutes appelés par des sociétés pour vous proposer plein de choses sur les C2E. Il faut faire attention, il y a des points de vigilance, il ne faut pas se faire avoir, mais il ne faut pas non plus passer à côté de ces actions. Voilà, il faut que ce soit bien fait, encadré, quitte à faire venir un bureau de contrôle par la suite pour vraiment vérifier que les travaux ont été bien faits. Voilà. Concernant les systèmes hydroéconomes, ce qu'il faut penser à faire ensuite, c'est qu'en général, les établissements changent une fois par an ensuite les systèmes pour tout ce qui est tartre. Voilà ce que j'ai comme retour sur les systèmes hydroéconomes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être après. Est-ce que Cédric... Ouais, bah, je vais prendre la suite. C'est moi qui va prendre la suite. Allez, donc... Alors, j'ai partagé mon écran. Il faut que tu te mettes en plein écran pour que tout le monde puisse De quoi, voir. pardon? Ça y est, j'ai partagé mon écran. Il faut juste que toi, tu te remettes en plein écran pour... Ah, il faut que je mette en plein écran, moi. D'accord. Du coup, là, c'est bon. Voilà, donc je fais un test. Alors non, ça ne change pas. On est resté sur ta diapo. Bah écoute, je vais te dire quand on passait les diapos, ça sera plus simple. Okay. Alors pour me présenter, déjà, je vais remettre ma caméra quelques minutes. Donc Cédric Garnier du SIDELA, syndicat des énergies de la Loire-Atlantique. Un syndicat d'énergie, c'est quoi? C'est une collectivité. Nous sommes un syndicat, un regroupement de collectivités, de communes et d'intercommunalités. Et nous sommes en fait propriétaires des réseaux de distribution d'énergie, électricité et gaz pour le compte des communes qui nous ont délégué cette compétence. Donc depuis 80 ans, le syndicat gère les réseaux de distribution d'énergie avec son délégataire qui est Enedis dans le cadre des réseaux d'électricité et GRDF dans le cadre des réseaux de gaz. Donc depuis 80 ans, on gère les réseaux d'énergie pour le compte des communes et depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a plusieurs métiers liés à la transition énergétique qui sont apparus dans nos différentes casquettes, à commencer par la maintenance de l'éclairage public, les réseaux, le borne de recharge des véhicules électriques et plus récemment, tout ce qui est lié à la maîtrise de l'énergie sur le patrimoine des collectivités ou le développement des énergies renouvelables. Alors, je ne vois plus les diapos, Johan. Je pense qu'on ne voit plus les diapos. Ah bon? Oui. Partagez votre écran. Alors, attends, je refais pour voir. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est bon. Merci. Donc, pourquoi vous parlez d'énergie renouvelable sur un webinaire qui s'intitule Réduire ses consommations? Bah, pour deux raisons. La première, c'est qu'on
On a l'habitude de dire qu'il y a 3 niveaux dans la démarche de performance énergétique. C'est d'abord la sobriété, donc réduire ses besoins autant que possible. Ensuite, une démarche d'efficacité, c'est ce que Johan avait abordé par l'effet relamping, changement de chaudière par une techno plus efficace, par exemple. Et puis le troisième volet qui doit venir après ces deux démarches-là de conversion aux énergies renouvelables. Donc, la démarche que nous avons tous globalement, que nous, accompagnateurs de projets d'énergie renouvelable, c'est bien une démarche déjà de sobriété et d'efficacité avant une démarche d'énergie renouvelable. Donc, on est bien dans la logique de réduire ses consommations d'abord. Un deuxième aspect, c'est qu'on l'a intitulé réduire ses consommations, on aurait pu dire aussi réduire ses charges. En fait, un passage d'une énergie fossile à une énergie renouvelable, c'est l'opportunité aussi soit de réduire ses euros, ses charges mensuelles, et ou de réduire aussi ses kilowattheures. Je prends deux exemples. Un EHPAD dont la chaudière fuel tombe en panne. Si elle la change sans faire aucun autre travaux par une chaudière granulée de bois, par exemple, elle continue de consommer les mêmes kilowattheures. Par contre, elle peut faire une économie en euros, mais elle a bien les mêmes kilowattheures. Par contre, si au cours de travaux, elle remplace une chaudière fuel par de la géothermie, par la performance de la pompe à chaleur, il y a une réduction non seulement des euros, mais aussi des kilowattheures. Donc on est bien aussi là dans l'idée de réduire ses consommations par un biais ENR. Alors, de quoi parle-t-on d'abord Je pense que vous connaissez le vocable énergie fossile, énergie renouvelable, mais ce que l'on doit tous avoir en tête, c'est qu'on compare en fait une énergie dite de stock à une énergie dite de flux. Une énergie de stock parce que les énergies fossiles, vous les connaissez tous, c'est le charbon, le pétrole, le gaz. Ce sont des énergies qui ont mis des millions d'années en fait à s'agglomérer dans le sol et aujourd'hui on vient puiser dans ces ressources. Et sans entrer dans le débat de combien de temps il en reste, on sait qu'il y a un stock qui est de toute façon limité. Donc qui se compte en quelques dizaines d'années à quelques centaines d'années pour le charbon en fonction des hypothèses et des différentes et de la consommation mondiale annuelle d'énergie. L'uranium n'est pas une énergie fossile en tant que provenant de la décomposition, mais c'est quand même une énergie de stock puisque c'est un minerai, il y en a un stock limité. Et si vous regardez le graphique qui est affiché là, vous avez le petit carré en bas qui est la consommation annuelle mondiale. On voit bien que l'uranium, comme les autres énergies fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, eh bien en fait, le but du jeu aujourd'hui, c'est d'estimer combien de petits carrés on a dans ces carrés-là, rouge, bleu, violet et noir. Donc face à ça, on a des énergies dites renouvelables, donc ce qu'on appelle ENR en abrégé, qui elles sont des ressources qui naturellement sont renouvelées en permanence. Donc le soleil, c'est le plus simple, hein. On influe une irradiation solaire qui tombe sur la Terre tous les jours et en permanence, donc c'est assez facile à comprendre. Le vent, les marées, ce sont aussi des énergies sur lesquelles il n'y a aucune raison physique qu'elles s'arrêtent un jour, ou alors ça serait inquiétant pour nous. Et la chaleur du sol, c'est la même chose. Lorsque le noyau terrestre arrêtera de fournir la chaleur, je pense qu'on aura bien des soucis à se faire. Donc ces énergies-là sont des énergies inépuisables et c'est un flux. La biomasse aussi, j'ai oublié de la citer. On a un accroissement de la biomasse. Donc là, on y reviendra dans le webinaire dédié au bois énergie, puisque là, il y a évidemment un aspect de gestion durable de la ressource, mais en tout cas, l'accroissement naturel de la biomasse permet de pouvoir avoir une source d'énergie en permanence. Dernier point, c'est que si on regarde le petit carré que j'ai cité tout à l'heure, la consommation annuelle mondiale, si on le compare au flux de radiation solaire reçue chaque année sur Terre, on voit bien l'échelle de grandeur. Donc on sait que c'est une énergie qui est non seulement inépuisable, mais en plus le volume que l'on reçoit, s'il est bien exploité, est tout à fait capable de nous approvisionner en énergie. Diapo suivante. Ah oui, pour la suite, pardon. Je vais rester sur le sujet chaleur renouvelable. Je distingue bien la partie électricité renouvelable parce que sur le volet électricité renouvelable, bon, je pense que vous n'êtes pas forcément intéressé dans le cadre de la gestion de vos établissements sur l'éolien, mais sur le photovoltaïque, il y a une session, la prochaine session qui sera sur le solaire qui vous donnera beaucoup plus d'informations. Donc là, je vais parler le volet chaleur renouvelable, donc vos besoins en calories dans vos établissements. Alors, si on parle de coûts, puisque l'intérêt, c'est de voir pourquoi passer une ENR en tant que réduction de consommation, réduction de charge. Si on parle de prix de revient de votre chaleur, elle dépend de plusieurs facteurs.
Elle dépend de la maturité, de la compétitivité des équipements que vous mettez. Il y a des systèmes de production de chaleur qui sont plus ou moins performants, plus ou moins matures, plus ou moins technologiquement évolués. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, tous ces équipements ont besoin de matières premières en général, donc ça dépend du prix de ces matières premières. Tout simplement, la comparaison entre du gaz et du fioul et du bois, on n'a pas les mêmes coûts ramenés au kilowattheure. Et ça dépend des aides. Dans le cadre des énergies renouvelables, si les énergies renouvelables étaient toutes aujourd'hui économiquement viables sans aide, bon, en gros, je pense qu'on serait plusieurs à ne pas être là autour de cette table. Ça serait tous les projets seraient naturellement, on va dire, orientés vers des énergies renouvelables et non pas vers des énergies fossiles. Un point important lorsque l'on réfléchit et lorsque nous on accompagne un projet de conversion aux ENR, c'est que il ne faut pas s'arrêter aux idées reçues. Malheureusement, c'est encore beaucoup trop le cas. Sur toutes les énergies renouvelables, on a des idées reçues, des préjugés, voire de la fausse information qui circule. Elles sont toutes fausses en général. C'est rare lorsqu'elles sont vraiment fondées. Les idées reçues qu'on entend toujours, le bois par exemple, on met des chaudières bois dans les collectivités ou chez les industriels, on va nous dire que le bois il est importé de Chine ou du Canada. Ça ne s'est jamais vu. Le sol est trop dur pour faire de la géothermie. Alors ça, on l'entend malheureusement de la part de sachants entre guillemets, puisque des bureaux d'études viennent encore nous dire qu'on ne peut pas faire de géothermie en Bretagne parce que le sol est en granit, alors que c'est complètement l'inverse. Plus le sol est dur, plus c'est facile de faire de la géothermie. Ou encore, on n'a pas assez de soleil pour faire du solaire. On est dans la région nord-ouest. On est là encore une fois proche de la Bretagne. On peut avoir moins de soleil que dans le sud, mais pour autant, la première centrale solaire sur un réseau de chaleur, elle a été faite à Châteaubriand. Donc, enfin, la première en France, elle a été faite à Châteaubriand. Donc, c'est là encore pas du tout fondé. Deuxième point important, c'est que on vous accompagnera d'autant mieux qu'on le fait tôt. Et que vous êtes accompagné par les bonnes personnes. Un projet de rénovation, un projet de changement de chaudière, un projet de construction neuve, une fois que le train est parti, il est souvent compliqué de changer le chemin. Par exemple, un projet de construction neuve, vous avez des études obligatoires au tout début de projet, dans les phases avant-projet ou en phase de concours architectural, qui sont des études d'approvisionnement énergétique. Si dès le début, vous avez des fausses indications ou des mauvaises indications, il y a des bonnes solutions qui sont trop vite écartées. Et il est très, très délicat et très compliqué, voire impossible de revenir en arrière après. Malheureusement, c'est ce que je vous dis là, c'est notre quotidien, donc vraiment un point de vigilance là-dessus. D'où l'intérêt d'anticiper, et notamment les changements de chaudière. Une chaudière tombe toujours en panne alors que la veille, ça marchait très bien, et c'est toujours en panne le 24 décembre. Vous savez autant que moi. Ensuite, point suivant, c'est qu'il faut choisir la bonne énergie en fonction de son besoin. Et là encore, attention à qui vous conseille, puisque des bureaux d'études ou des entreprises vont vous orienter aussi parfois en fonction de leur marge commerciale, où vous pouvez avoir l'avis de votre voisin ou de votre collègue ou d'une autre personne qui a un autre EHPAD, et puis justement ne pas forcément vous orienter vers la bonne solution qui serait la plus adaptée dans votre cas. Et dernier point, raisonner en coût global. Johan en a parlé tout à l'heure. On a malheureusement trop souvent le cas d'un raisonnement court terme, alors que sur des équipements, que ce soit dans le cadre de travaux de rénovation énergétique ou de changement de chaufferie, le raisonnement, il doit se faire sur 10 à 20 ans, puisque, on va en reparler tout à l'heure, le coût de l'énergie évolue, vos besoins peuvent évoluer, et donc il faut avoir cette vision moyen-long terme, et pas seulement, enfin en tout cas durée de vie de l'équipement, et pas sur une logique court-termiste, qui parfois est le cas, mais pour des questions financières et budgétaires qui s'entendent tout à fait. Mais en tout cas, il est important d'avoir au moins ce raisonnement au début, même si ce n'est pas voilà, le choix qui est fait in fine. Tu peux passer, Johan. Alors, sur la question de la maturité des technologies, il faut bien voir que maturité et rentabilité, ce n'est pas forcément lié, malheureusement.
Bon, un petit graphique qui provient de l'ADEME, en fait, vous avez une comparaison de différentes solutions à la fois énergétiques et technologiques en fonction de différents niveaux de consommation. Donc vous avez en fait les barres qui sont les références, donc en général les chaufferies gaz, des petits projets sur la gauche inférieurs à 500 kW, projets entre 500 kW et 3 MW au milieu et plus de 3 MW à droite. Donc vous êtes plutôt dans la partie de gauche. Ce que l'on voit, c'est que en fonction des projets, du solaire collectif, c'est pas forcément rentable. On est entre 60 et 180 euros du mégawattheure, là où le gaz, on serait plutôt entre 60 et 80. Alors déjà, ça ne veut pas dire que ce n'est jamais rentable. Il y a bien des cas où c'est plus rentable, mais il y a dans l'ensemble des projets, le solaire est difficilement compétitif face à une énergie peu chère comme le gaz. Ensuite, on a des champs de sonde, donc ça c'est de la géothermie. On voit que globalement, on est quand même plus cher. Mais si on reste sur ces grands principes, on retient seulement que, en gros, plus le projet est gros, plus l'ENR est compétitive. C'est-à-dire plus je vais vers la droite du graphique et plus mes barres elles descendent. On retient aussi que face au gaz naturel, c'est difficile d'être compétitif et notamment sur les petits projets. Mais, avec un gros mais, déjà tout le monde n'a pas le gaz naturel. Il y a beaucoup d'établissements qui sont chauffés au fioul et l'énergie fioul est plus chère que le gaz naturel de réseau. Un deuxième mais, c'est que le coût de revient, il dépend aussi des travaux à réaliser et ou de la réglementation, puisque le coût d'un changement de chaudière peut être en fait inclus dans un bouquet de travaux qui permet d'en réduire l'impact. Et puis, il peut être aussi lié à une réglementation qui fait que de toute façon, vous avez des travaux à faire, donc la question s'entend différemment. Un point aussi que j'ai pas noté, c'est qu'au-delà de la réglementation, vous pouvez aussi avoir un besoin de confort qui, lui, est obtenu grâce à une énergie ou une solution technique et pas par une autre. Typiquement, la géothermie permet de faire du rafraîchissement qu'une chaudière gaz ne vous fera jamais. Donc là, par exemple, si vous avez un besoin de rafraîchissement dans un établissement, la plus-value d'une géothermie par rapport à une solution gaz ne se chiffre pas en euros par mégawattheure, mais vous avez un confort supplémentaire. Et enfin, dernier point, c'est qu'on ne prévoit pas l'évolution du prix du gaz. Vous le savez tous autant que moi, c'est une courbe qui évolue en fonction de différents critères géopolitiques, plus que par une évolution ou une décroissance du stock, qui sont des facteurs sur lesquels on pourrait avoir plus de vision, mais en fait non, c'est pas ça qui fait l'évolution du prix du gaz et du pétrole. Donc beaucoup de contre-exemples. Donc ne pas s'arrêter à ces schémas-là qui sont encore finalement quelque part des préjugés. Diapo suivante. Donc là, vous avez des courbes que l'on trouve un peu dans la littérature sur l'évolution du prix des énergies. Là, c'est un exemple, c'est sur des prix en euros TTC pour 100 kWh PCI, donc c'est plus pour des ménages. Ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, quand on choisit une énergie, quelle qu'elle soit, en fait, moi je le traduis comme une évaluation d'un risque pour maîtriser ses charges. Puisque si on regarde les différentes courbes, en fait, on a deux types d'évolution. On a une évolution qui est plutôt, on va dire, stable. Alors, quand je dis stable, c'est pas que la courbe est plate, c'est que l'évolution est plutôt en croissance et relativement stable. Donc, typiquement, le prix de l'électricité, tout en haut en bleu, ou le prix du bois granulé tout en bas en marron clair. Ce sont des courbes qui ont une tendance à la hausse, mais qui n'ont pas de gros à-coups. Globalement, pas de gros à-coups par rapport aux autres courbes qui sont celles du propane, du fioul ou du gaz naturel, où là, on voit très bien les effets des différents, on va dire, mini-chocs pétroliers qu'on a eu sur ces dernières années, où on voit une forte hausse d'un coup, une forte baisse ensuite, et comme ça, différentes successions de vagues. Donc, si on se met sur une énergie type bois granulé, on aura dans une grande tendance une maîtrise du risque d'évolution à la hausse ou à la baisse de son énergie par rapport à un prix du fioul ou du propane. À côté de ça, des courbes qui n'apparaissent pas là-dessus, c'est le prix de votre combustible solaire ou géothermique qui, lui, est fixe dans le temps. On n'a pas encore de taxes sur le solaire ou l'énergie du sol. Heureusement, je ne pense pas que ça arrive tout de suite. Et elles sont fixes et à zéro. Donc là-dessus, il y a non seulement une maîtrise, mais en plus une très forte réduction. Et un autre paramètre qui n'est pas sur cette courbe-là, c'est que l'achat de bois énergie, donc ça c'est souvent un facteur clé pour des collectivités locales,
c'est que c'est aussi une économie locale. Si vous achetez 1 kWh de propane, l'impact sur l'économie locale, mais aussi régionale, ne sera pas la même que si vous achetez 1 kWh de granulés. Donc ça, dans la gestion d'un établissement ou d'une entreprise au sens large, c'est pas un facteur qui peut être décisif, mais notamment pour des collectivités locales qui ont aussi des logiques d'emploi, d'économie au sens large et de revitalisation de territoire, c'est un point qui peut être important, au-delà de la rentabilité directe. Diapo suivante. Toujours sur cet aspect prix, on a vu l'évolution tout à l'heure sur différentes courbes. L'évolution du prix, elle est liée principalement à deux facteurs. Déjà le prix de la molécule et le prix des taxes. Aujourd'hui, on a différentes répartitions entre ces deux parties. Si vous prenez le graphique de droite, vous avez un exemple du prix de l'électricité pour les particuliers, 2019. La France, on est au milieu, donc à peu près à 18 centimes. Et on voit que les taxes, c'est grosso modo un tiers du prix. Si vous allez dans des pays type donc Belgique, Danemark, Allemagne, là, vous avez déjà un prix de l'électricité beaucoup plus haut. Mais en plus, une répartition entre taxes et molécules qui est globalement beaucoup plus au désavantage du client parce que les taxes sont beaucoup plus élevées. Donc ça, c'est pour dire que ces taxes, elles peuvent déjà, on voit qu'elles sont dans les pays voisins, elles sont déjà beaucoup plus élevées que chez nous et globalement, le prix de l'électricité est beaucoup plus élevé que chez nous. Deuxième élément, c'est que sur le graphique de gauche, il y a eu une introduction de ce qu'on appelle la taxe carbone ou la contribution climat-énergie il y a quelques années, qui avait une trajectoire en hausse avec un objectif à 2030 de 100 € la tonne de CO2, équivalent CO2, qui a été gelée suite aux événements des Gilets jaunes en 2018. Aujourd'hui, elle est toujours gelée. Mais cette taxe qui vient donc se surajouter au coût de la molécule, eh bien, un jour, sans doute pas l'année prochaine, mais dans les années futures, on peut très bien imaginer qu'elle reparte à la hausse avec une tendance très rapidement haussière ou pas en fonction des contextes, à la fois environnementaux ou économiques, énergétiques. Donc bien avoir en tête ça, la molécule, les taxes. Les taxes, il y a déjà des exemples ailleurs qui montrent qu'il y a des pays qui taxent fortement le prix de leur énergie. Et la molécule, en fait, là, on est typiquement sur des facteurs géopolitiques que l'on ne maîtrise absolument pas et qui peuvent, du jour au lendemain, avoir une incidence très forte et significative sur une évolution du prix du pétrole et donc derrière du gaz naturel, du fioul domestique, etc. Diapo suivante. Alors, maintenant, on a regardé les différents facteurs qui peuvent impacter le coût d'une solution. Lorsque nous, on accompagne un projet de conversion, on fait donc un raisonnement technique d'une part, donc lié aux besoins, ce que je disais tout à l'heure. On va regarder s'il y a des besoins particuliers qui nous inciteraient à recommander une énergie renouvelable plus qu'une autre. Et ensuite, on fait un raisonnement économique, une comparaison en coût global entre les différentes solutions. Là, vous avez un exemple de graphique qui est un exemple réel, puisque c'est tiré d'une étude, là c'était pour un centre aquatique, mais on est sur des gammes de puissance qui sont à peu près similaires à des établissements de santé. On est dans le cas d'une comparaison entre une solution tout gaz et une solution chaudière bois de 150 kW plus du gaz à 400 kW. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a globalement un coût de l'énergie, là on est en milliers d'euros TTC par an, qui est comparable. On est sur une étude de faisabilité, donc il y a des hypothèses, donc on n'est pas à 3 chiffres derrière la virgule, mais globalement c'est comparable, on n'a pas une solution plus que l'autre, qui a plus ou moins 30 ou 50% par rapport à l'autre. On est sur des coûts comparables. Par contre, la répartition des charges à l'intérieur de chacun de ces coûts n'est pas du tout la même. En gros, on va distinguer, un peu comme pour l'électricité, une part fixe, une part variable. La part variable, c'est quoi? En fait, c'est l'achat d'énergie. On l'a vu tout à l'heure, votre achat de gaz, par exemple, ou de fuel, c'est une part variable au sens où elle va évoluer dans le temps, et fortement évoluer dans le temps. Cette part variable sur la solution tout gaz, en fait, elle représente, dans le cas qui est ici, 84% de la facture. Donc si du jour au lendemain, le prix du gaz double, vous avez 84% de votre facture qui double.
Sur la solution d'un mix bois et gaz, on voit que la part variable, donc qui représente l'achat d'énergie, diminue significativement, puisqu'on n'est plus aux alentours de 70 000 euros, mais on est plutôt un peu plus de 50 000 euros. Et elle est répartie entre l'achat de gaz et l'achat de bois. Et l'achat de gaz, lui, est réduit à peu près 18% de la facture, puisque dans ce cas-là, la solution bois fait en fait couvre à peu près 80% des besoins. Donc on a vu que la part de l'achat d'énergie diminue, et globalement la répartition gaz-bois fait que si on considère que le gaz a une tendance à la hausse ou à la baisse significativement plus rapide que le bois énergie, vous n'avez plus que 18% de votre facture qui peut fluctuer très rapidement. Le prix du bois étant lui plutôt stable dans le temps. Donc ça, c'est pour les parts variables. Et les parts fixes, c'est quoi? Les parts fixes, en fait, c'est l'amortissement et la maintenance. Cet amortissement et cette maintenance, une solution de chaleur renouvelable est en général, même tout le temps, plus cher qu'une solution gaz. Une chaufferie gaz, ça coûte pas grand-chose. Par contre, une chaudière bois, ça coûte. Donc là encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, d'où une démarche préliminaire de sobriété-efficacité, puisque si vous pouvez éviter de mettre 100 kW de bois, mais de mettre que 80 kW, l'écart entre 80 et 100 est beaucoup plus important que pour du gaz, où en gros, entre 80 et 100 kW, vous n'avez quasiment pas d'écart de prix. Donc il y a l'amortissement, il y a une part de maintenance qui est plus importante aussi sur des solutions type bois, parce que c'est des solutions en fait techniquement plus compliquées à gérer, donc c'est normal, il y a plus de maintenance. Et il y a une part de ce qu'on appelle du P3, donc c'est des provisions sur charge de grandes réparations qui sont aussi plus importantes, puisque là encore, ce sont des équipements plus techniques avec des pièces qui sont à changer plus souvent. Mais globalement, vous avez des charges dites fixes, c'est-à-dire qui n'ont aucune raison d'évoluer dans le temps en fonction du prix du pétrole ou de contexte géopolitique, qui sont des coûts de maintenance, des provisions et du remboursement d'emprunts qui, eux, vont rester stables dans le temps et qui représentent, pour le coup, une part plus significative de votre facture. Donc là, c'est la partie haute des diagrammes. Donc 11 et 2 pour la solution chaufferie gaz, et puis 9, 6 et 15 pour la partie bois-gaz. Si tu peux passer à la diapo d'après. Voilà. Et l'importance aujourd'hui des subventions, que je vais détailler après, c'est que la solution bois énergie, comme la géothermie ou comme la solaire thermique, sont des solutions qui aujourd'hui coûtent cher à l'investissement, mais il y a des subventions. Et ces subventions sont aujourd'hui là justement pour réduire et rendre à un niveau comparable le coût global de votre facture. Donc c'est là où intervient la subvention. Sur cet exemple-là, si on prend la partie assurée plus les 9 000 euros par an, tout ça, ça fait le coût d'amortissement de la solution. Et on voit que dans ce cadre-là, sur cet exemple-là, la subvention, qui doit être autour de 50-60%, permet d'avoir un coût comparable à une solution gaz. Si tu peux passer à celle d'après. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que un message que l'on a beaucoup en ce moment, c'est que malgré les apparences, on a un contexte qui est plutôt favorable. Alors les apparences, c'est quoi? C'est le fait que l'énergie est aujourd'hui pas chère. Si on revient quelques années en arrière, on a eu un prix du pétrole très cher entre 2010 et 2014. Et qui dit pétrole cher, dit gaz cher, dit fuel cher, dit énergie chère en général. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un trou. Le contexte sanitaire fait qu'en plus, ça peut durer encore quelques années, mais quelque part, puisque l'énergie est aujourd'hui pas chère, on est tous en train de faire des économies sur nos factures. Et en plus, elle ne peut qu'augmenter à l'avenir. Parce qu'on l'a vu, soit des taxes vont se surajouter, soit le marché va être revu à la hausse lorsque les pays producteurs de pétrole décideront de fermer les vannes, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on est dans un contexte où, puisque l'énergie est peu chère, on est dans une politique à la fois nationale mais internationale de promotion des énergies renouvelables liées au changement climatique. Puisque l'énergie est pas chère, en fait, il y a besoin de subventions pour aider à l'investissement des porteurs de projets. Donc, il y a beaucoup de subventions. L'exemple précédent montrait qu'il y avait 50-60% parfois de subventions sur un projet de chaufferie bois.
Eh bien, ces subventions, elles sont aujourd'hui présentes. Si demain, on suppose que le prix du gaz, il explose, je pense, mais bon, soyez-en sûrs que, puisque les énergies seront comparables à des tarifs comparables, sans subvention, je pense que l'État fera des économies sur les montants qui sont mis aujourd'hui sur des subventions, puisque ça sera naturellement comparable, voire plus compétitif, d'aller sur des énergies renouvelables. Donc une subvention aujourd'hui pour un équipement qui serait identique à celui que vous achèteriez dans 5 ans, si vous avez 50% d'aide aujourd'hui mais pas dans 5 ans, vous voyez que sur les 15-20 années qui suivent, bah, forcément votre prix de la chaleur ne sera pas le même, votre prix de revient de la chaleur ne sera pas le même. Enfin, dernier point pour dire que le contexte est favorable, c'est que aujourd'hui, parce que justement il y a une démarche globale nationale de promotion des énergies renouvelables, vous avez beaucoup de gens pour vous accompagner. J'en fais partie, Johan en fait partie. Vous avez ce qu'on appelle des relais, donc des animateurs et animatrices qui sont subventionnés par le conseil régional, l'ADEME, parfois d'autres structures. Vous avez des animateurs dans des contrats de territoire. Vous avez des structures type Atlan-Bois, Atlanson en région Pays de la Loire qui sont là à votre service pour vous accompagner, vous conseiller de manière neutre, gratuite, indépendante. Encore une fois, je m'imagine dans 4-5 ans, lorsque le prix de l'énergie va flamber, ce qu'on a vécu au début des années 2010, bah, le jour où le prix de l'énergie flambe, qu'est-ce qui se passe? Bah, aujourd'hui, on a le temps d'accompagner et de conseiller les projets. Et je vous le disais tout à l'heure, ça peut prendre du temps parce qu'il faut qu'on soit là relativement tôt. Il y a différentes étapes, il y a différentes réflexions. Ça prend un certain temps. Bah, si le prix de l'énergie flambe, le nombre de projets va mécaniquement flamber. Donc le temps disponible que l'on aura chacun pour pouvoir bien vous conseiller, bah, je pense qu'il sera plutôt réduit. Donc on aura peut-être moins